Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. On est bon ? T'es bon ? Ouais. Oui, je t'attends moi. Vas-y, c'est toi le maître du jeu. Alors si tu m'attends, on va commencer à jouer alors. On joue. Merci beaucoup de m'accorder du temps, de me recevoir aujourd'hui pour partir dans l'inconnu. Tu le sais, on va garder ton identité et ton métier secret pour redonner du sens et mettre le qui es-tu avant le que fais-tu. Très volontiers. Parfait. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Je vais bien. D'abord, ça me fait très plaisir de te rencontrer. J'ai écouté pas mal de ce que tu as fait, donc c'est un plaisir de te voir en chair et en os. En plus, il fait un peu froid sur Marseille aujourd'hui, mais il ne pleut pas, donc ça va bien. Et puis, j'ai 61 ans et je vais bien, voire très bien. Tu ne le fais pas, hein ? En étant à peu près là où j'avais toujours envie d'être. Donc c'est quand même une satisfaction d'être là et d'être bien là où on a pensé qu'on serait un jour. Ok, tu pourras peut-être nous en dire un peu plus, mais tu avais pensé être là où tu es en ce moment, enfant ? Non, pas enfant du tout. Pas enfant, même si j'avais beaucoup d'imagination enfant. Mais mon travail, et on en parlera peut-être à la fin de l'entretien, est quand même de planifier beaucoup les choses et donc ma vie également. Et donc c'est à la fois une qualité et un défaut. Et donc j'ai planifié la dernière partie de ma carrière il y a assez longtemps et elle est assez conforme à ce que j'avais planifié. Bravo, c'est chouette. Merci, oui, c'est chouette. Après, c'est pas non plus complètement obligatoire. Mais, quand ça correspond à ta personnalité, ce que je crois important, de se respecter soi-même, oui, c'est agréable. Ah oui, c'est ça. Donc pour moi, c'est agréable. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Où est-ce que tu nous reçois ? Avec grand plaisir. On est dans la maison familiale que nous avons et que nous habitons avec mon épouse depuis 25 ans. On est arrivé à Marseille en 1999 et donc on a choisi de ne pas aller sur la campagne aixoise où j'avais envie de m'installer, mais de suivre son envie et de se mettre face à la mer. Et donc on a eu la chance de pouvoir effectivement il y a 25 ans se placer face à la mer. Donc voilà, on regarde la mer en discutant tous les deux depuis la maison familiale où mes enfants, nos enfants et mon épouse avons vécu ces dernières années. Et c'est très joli, on est très très bien face à la mer. Marseille est très jolie en général, mais là oui, nous on est bien. On est très très bien. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Oui. Je vais te laisser tirer un dé ou le choisir. La couleur te va ? Très bien. Ouais. Est-ce que tu veux que je te dise les 6 thématiques ou on part au hasard de la discussion ? Non, je lance le dé et on part, Allez, vas-y. on part au hasard. 6. Réussir sa vie. Réussir sa vie. Oh, les Canadair qui passent. On a un Canadair qui passe là. C'est très intéressant de les voir. En exercice. Ouais, exactement, en exercice, les Canadair. Réussir sa vie, c'est une constante, bien sûr, quand on est un jeune homme et que on vit dans une période merveilleuse qui a été les 50 ou les 60 dernières années qu'a vécu la France et qu'a vécu l'Europe, et qu'on a la chance d'être dans cette période, je ne vais pas dire bénie des dieux, mais qui dans tous les cas n'a pas connu de guerre. Il a connu des crises économiques, certes, en 73 avec le pétrole, et puis ensuite, il y a eu quelques révolutions, mais quand même assez légères. Et donc, réussir sa vie, c'est quelque chose dont on ne doute pas trop, mais sur lequel on réfléchit. Et pour moi, ça a toujours eu beaucoup d'importance de savoir ce que voulait dire réussir ma vie. Je suis absolument persuadé que chacun d'entre nous, qui que nous soyons, a une réussite de vie différente. Et il faut surtout bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il faut essayer, à mon avis, de respecter ça et de ne pas souffrir si on ne va pas exactement là où on veut, si on doit changer un petit peu.
Mais avoir un cap, c'est bien. T'aimes bien avoir du cap et des projets, j'ai l'impression, non? Oui, La projection. je vais essayer de pas trop vous ennuyer avec mes citations, et même si les Canadaires qui sont devant nous sont quand même assez spectaculaires, on est d'accord. Ils sont en phase d'approche. C'est un podcast avec spectacle intégré. J'aime beaucoup cette citation de Sénèque, en fait, qui dit à peu près n'a de bon cap que celui qui sait où il va, ou n'a de bon vent que celui qui sait où il va. Et je crois que moi, le message que j'ai toujours essayé de faire passer, dans tous les cas, à nos enfants, à mes collaborateurs, à mes amis, c'est choisis ton cap et un objectif, et donc tu vas prendre le bon vent ou tu vas prendre le bon cap. Voilà. Mais l'objectif a de l'importance, et il peut changer, encore une fois, aucun problème. L'objectif peut changer, mais n'a de bon cap que celui qui sait où il va. Donc pour toi, réussir sa vie, c'est ça, c'est avoir un cap. Dans tous les cas, c'est avoir un objectif et donc pouvoir adapter le cap et le vent à l'objectif et l'atteindre. Donc atteindre l'objectif, arriver sur la plage sur laquelle tu as toujours imaginé arriver en temps et en heure. Et est-ce que tu penses avoir réussi ta vie? Je pense qu'elle n'est pas terminée, et donc, mais je pense que jusqu'à maintenant, les choses fondamentales qui étaient importantes pour moi, d'abord un bon fils, un bon frère, un bon époux évidemment, depuis 30 ans ou 32 ans, un bon père et un bon ami, oui, je crois que ça, on peut dire que ça a été... C'est les piliers. C'est réussi, donc pour moi, oui. Les piliers principaux. Bien sûr, ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire dans tous les cas, et donc j'espère avoir réussi cette partie-là. Il en reste encore. Qu'est-ce qui reste encore? Tu parles, il en reste encore d'un point de vue du temps ou d'autres? Absolument. D'autres piliers. Absolument. Donc encore une fois, enfin à nouveau, j'ai donc 60 ans maintenant, c'est un peu plus de 60 ans, et donc j'entre dans une partie de ma vie que j'ai souhaitée et qui est une partie que je maîtriserai un peu plus que je pense que les parties d'avant, qui étaient... Tu as eu des parties un peu moins maîtrisées? Quand vous sortez de l'adolescence, entrez dans la vie étudiante, trouvez la conjointe de votre vie, vous avez les enfants, etc. Tout ça est quand même une forme de rythme qui est imposé par d'autres choses que vous. Là, aujourd'hui, je rentre dans quelque chose où je suis vraiment beaucoup plus maître de mon temps et maître de mes envies. Et à partir du moment où ça respecte évidemment ceux de mon entourage direct, c'est évident. Mais c'est très intéressant. C'est ce à quoi en fait j'avais envie d'aller. Réussir à arriver à cet état-là où tu peux te dire, bon ben là, j'ai la possibilité de faire comme je le souhaite. Okay. Ça peut être pour moi, oui, le symbole de la réussite. Ok. Tu t'es appuyé sur des piliers, justement, dans ce chemin de réussite de vie? J'ai une immense chance d'avoir une famille, au-delà de ma famille proche, donc que l'on a cité, une famille extrêmement importante, même voire plusieurs familles extrêmement importantes. Alors, il y a une chose importante, c'est qu'on est protestant dans notre famille, donc c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi. Je ne suis pas très croyant, mais les valeurs de la religion protestante ont été toujours quelque chose d'important. Et la famille est quelque chose de fondamental dans la religion protestante, et on va beaucoup et on s'appuie beaucoup et on respecte beaucoup et on fait beaucoup attention à ce que la famille, au sens extrêmement élargi, je veux dire les cousins, les cousins issus de Germain issus de Germain, etc., soit très présent et qu'on respecte ça et qu'on travaille à ce que tout ça se passe bien. Et donc, oui, ça a beaucoup influencé. Le fait de garder le cap. C'est une des choses qui m'ont permis de commencer sur une certaine vague et de continuer à surfer sur cette vague-là, la vague des valeurs d'un protestantisme pas très religieux, encore une fois. Pour moi, en tout cas, j'ai autour de moi des gens qui ont une foi extrêmement forte et beaucoup plus vive. Mais la mienne est modérée, disons. Mais elle est ancrée. Elle m'a permis de m'ancrer sur un socle extrêmement solide. Il y a d'autres piliers? Oui, il y a d'autres piliers qui m'ont été donnés par la chance que j'ai eue d'avoir des parents brillants, entrepreneurs, engagés, et qui nous ont apporté à mes frères et sœurs un engagement, une conscience de l'engagement pour les missions, pour la famille, pour nos valeurs extrêmement fortes. Oui, tout à fait. Donc un gros
Transcendance familiale. Grosse racine. Ok. Hein, des racines et des ailes. Les racines sont profondes et elles sont fortes et elles ont une importance pour nous, bien sûr. Ce qui vous a permis de vous envoler derrière. Oui, alors ce qui nous a permis de nous envoler derrière, je pense que les racines fortes te permettent d'être extrêmement solide sur tes appuis. Après, ce qui te permet de t'envoler, c'est beaucoup plus. Alors là, mon épouse, nos enfants, la vie, les amis, enfin voilà, c'est plus ça qui me paraît être voilà, de l'ordre de l'envol. Mais la famille nous a donné une base de décollage extrêmement solide. Oui. On tire une deuxième fois le dé. Ouais. On part sur une deuxième thématique. Uno. L'amour. Ah, ça, l'amour, il y a cette citation que j'aime beaucoup, il y en a deux, sur l'amour, par lequel j'aimerais commencer. Car rien sans amour. Tout est amour pour moi, et si l'amour n'existe pas autour de toi, effectivement, peut-on accéder au bonheur? Le bonheur, pour moi, repose sur trois piliers, on en reparlera probablement. L'amour, évidemment, est une des composantes de ce bonheur. Donc, car rien sans amour, tout acte doit être nourri. Et puis, il y a une deuxième citation que j'aime beaucoup, qui est tous les jours des preuves d'amour. C'est-à-dire avoir conscience que l'amour mérite et nécessite d'être entretenu et qu'on en donne tous les jours à son environnement, que ce soit professionnel ou personnel. D'ailleurs, dans l'environnement professionnel, c'est bien sûr un amour d'attention, un amour de reconnaissance, un amour du travail bien fait ou de l'ambition qu'on peut avoir ou de l'aide qu'on peut apporter à ses collaborateurs. C'est ce que je veux dire. Hein. Mais savoir en donner tous les jours des preuves d'amour et ne pas oublier que voilà, ça s'entretient. Et c'était quoi la dernière marque d'amour que t'es donnée, justement? On a passé un week-end en famille absolument extraordinaire et on l'a fait en souvenir de mon père qui nous a quittés au mois de janvier et de se rassembler le jour de son anniversaire en souvenir de ça pour faire une activité en plus qui était importante pour lui et que l'on a reprise derrière lui me semble être la dernière preuve dans tous les cas, puisque c'était hier et avant-hier, la dernière preuve donnée, et elle a de l'importance, bien sûr. C'est joli. C'était quoi comme activité? Mon père, en arrêtant sa vie professionnelle, qui était plutôt une vie d'entrepreneur, a acheté une propriété agricole. Et sur la propriété agricole, il y a des oliviers, beaucoup d'oliviers. Et donc, on a ramassé les olives ensemble avec mon frère, mes sœurs, ma mère, bien sûr. Voilà. Et bien sûr, c'était très symbolique. Ouais, c'est joli. J'ai hésité à te dire les olives, mais je voulais te l'entendre. Oh, ça aurait pu être autre chose. Il y a aussi de la vigne. Et ma passion, ce sont les arbres, donc ça aurait pu être se balader au milieu des arbres, pas de problème. Mais là, c'est les olives. C'est les olives. C'était les olives. Ça correspond aussi à une cueillette qui correspond à la date anniversaire de mon père. À propos de l'amour, est-ce que tu crois que l'amour a besoin de durer pour être authentique? Je crois à l'authenticité. Ça, c'est absolument clair. On parlait tout à l'heure des valeurs que j'estime être celles données par ma famille et qui émanent beaucoup de la religion protestante. Et l'authenticité, parfois un peu austère, disons, je le reconnais bien volontiers, est quelque chose d'extrêmement fort. Donc je ne crois pas que nous fassions autre chose, dans tous les cas, qu'avec authenticité chez nous. Quelque chose qui nous caractérise beaucoup. Encore une fois, l'amour également. Mais l'authenticité fait partie, avec la fiabilité, avec l'honnêteté, des valeurs qui sont quand même très prônées par cet environnement général, qui est le mien, qui peut arriver à une forme d'austérité. Oui, je le reconnais bien volontiers. Pourquoi ça peut arriver à une forme d'austérité? Parce qu'on se détache assez facilement des choses matérielles et parce que dans tous les cas, on n'a pas besoin d'aller chercher en permanence dans autre chose que ce que l'on a, le bonheur. Parce que là, on est vraiment sur ce que j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que là, ce qui me guide, c'est une citation d'Augustin d'Hippone, qui deviendra Saint-Augustin plus tard, quand il aura quitté les stoïciens, ou dans tous les cas les philosophes romains, et qu'il deviendra chrétien, et qui a dit « Le bonheur, c'est de désirer ce que l'on possède ». Et je ne voudrais pas qu'on fasse cet entretien sans que je te parle de ça. Parce que pour moi, c'est pas de l'austérité. Alors, ça, c'est un débat.
Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas de l'austérité que de ne profiter au sens noble du terme, de ce qu'on a et de ne pas aller chercher dans le matériel extérieur, externe plutôt. Oui, mais n'oublie pas Arnaud que nous vivons dans un monde qui évolue énormément. Ouais. Et si on prend la parole ensemble, pour moi, qui ai très peu l'habitude de parler, hein, j'ai été dans ma carrière extrêmement sollicité et j'ai pratiquement jamais parlé, je suis plutôt ce qu'on appelle un homme de l'ombre en fait. C'est pour ça, c'est qu'il y a un moment où le monde devient, je trouve, extrêmêmement tourné vers le paraître et vers le besoin d'acquérir en permanence, et qui se traduit par des choses extrêmement concrètes, hein, le transport d'énormément de choses à travers le monde, d'énormément de produits que l'on achète, le besoin d'acheter en permanence, le besoin à Dubaï, voilà, non, je ne citerai rien parce que je respecte énormément mais tous les travaux de chacun, je veux dire, je pense qu'il faut respecter, mais on ne va pas le regretter du tout, on va le constater, et je pense que dans ces moments où le besoin de paraître, d'apparaître et d'acquérir pour aller vers une forme d'accomplissement mérite que de temps en temps on se dise le bonheur, c'est de désirer ce que l'on possède, comme disait Augustin d'Hippone. Je suis complètement d'accord avec toi, même si normalement je ne prends pas trop la parole, mais... Tu peux, ça m'intéresse de toute façon. Non, mais de t'écouter aussi. Non, mais je pense que c'est un des maux du monde aujourd'hui, c'est d'aller chercher le bonheur à l'extérieur, alors que le bonheur est d'abord à l'intérieur. Alors ça mérite du travail sur soi, ça mérite de la confrontation à soi-même, ça mérite de se regarder des fois en face du miroir, ce qui est parfois difficile, compliqué. On comprend qu'on n'ait pas forcément envie de le faire, qu'on est dans une société de facilité, dite de facilité, mais qui au final complexifie les choses à moyen ou long terme. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément de l'austérité que de se dire le bonheur est à l'intérieur, que d'aller sur une course perpétuelle et sans fond, d'aller chercher quelque chose de matériel à l'extérieur, alors que le véritable bonheur en soi, il est présent et on le porte tous les jours, quelle que soit la difficulté qui soit à l'extérieur. Et ça a deux avantages énormes, ce que tu viens de dire et que je partage complètement. Un, qu'on le trouve, c'est-à-dire qu'à chercher en soi, c'est plus facile que de chercher à l'extérieur en permanence quelque chose. Et que deux, il est accessible à tout le monde. C'est-à-dire pour moi, c'est absolument fondamental d'exprimer ce que disait Dalida. L'argent ne fait pas le bonheur, mais je ne le sais que depuis que j'en ai beaucoup. Ben oui, mais ça fait tellement longtemps, Dalida, n'est-ce pas? Mais ça m'a toujours amusé cette citation. Mais elle était très profonde en fait. Alors c'est facile à dire quand on est privilégié, mais je suis absolument persuadé que tout le monde a accès au bonheur. Il faut simplement réaliser le bonheur et de désirer ce que l'on possède, ce que l'on a, ce que l'on est, ce qui n'empêche pas l'ambition, évidemment. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non. On va passer à une troisième thématique. Oui, je tire. Allez. Le 5. Le handicap. Oui, le handicap. J'ai 40 ans de carrière consciente. J'ai 60 ans, parfois je répète, tu le couperas, je le répète trop, mais j'ai 40 ans de travail pratiquement, hein, de vie active pratiquement. À l'époque, on faisait le service militaire, donc au milieu de nos études, on a vécu ça, donc on était très actifs dès le service militaire. Bon, donc j'ai 40 ans de ça. Je peux comparer sur 40 ans. Et ce que j'aimerais dire du handicap, c'est à quel point il est satisfaisant de voir comment on a fait évoluer cette vision sur le handicap et cette intégration du handicap dans nos vies de tous les jours de façon positive depuis 40 ans. Quand je me souviens de l'inquiétude que l'on pouvait avoir il y a 40 ans d'être confronté d'une façon ou d'une autre à un handicap, quel qu'il soit, hein, je veux dire dans notre société, et c'était peut-être compliqué de réussir ou de vivre heureux, reprenons ce que l'on disait, d'être heureux parce qu'on portait un handicap quelconque. Aujourd'hui, je crois avoir la satisfaction de voir à quel point ça a évolué. Et je vais en donner pour preuve ce que l'on a vécu sur les Jeux Olympiques de 2024 en France. Et pas tellement sur les Jeux Olympiques, mais sur les Paralympiques. Moi, j'ai été absolument ébloui par ce qu'on a vu des Jeux Paralympiques. Et c'est pas que le fait de voir des gens portant un handicap performer à un très très haut niveau. C'est au contraire de voir leurs failles et leurs fragilités. Ça, c'était extrêmement intéressant. De constater que ces athlètes de très haut niveau avaient les mêmes failles que les athlètes que nous sommes à un petit niveau ou que
d'autres sont à très haut niveau. Ça, j'ai trouvé, je me suis dit, on est arrivé à quelque chose quand même au niveau de l'intégration, de la reconnaissance formidable. Et puis voilà. Est-ce que le bonheur est lié à la capacité physique ou mentale d'une personne? Dans ma vision du bonheur, il y a 3 choses. On a parlé de l'amour au sens large, la famille, les amis, pro, évidemment. Pro, oui, bien sûr, aussi, tout à fait. Ça, c'est l'un des piliers, complètement. Il y a l'esprit. Donc il y a l'amour, il y a l'esprit, c'est-à-dire être suffisamment confortable, que ton esprit soit rassuré, soit serein, c'est-à-dire globalement avoir les moyens d'avoir la vie que tu as. Ça, on peut rapporter ça à l'argent à ce moment-là, mais qui est une des parties, pas du tout la seule. Voilà. Et la stimulation intellectuelle, c'est-à-dire la capacité d'être curieux, d'être stimulé, de ne pas s'ennuyer. Voilà. Donc il y a donc l'amour, il y a l'esprit, et donc le cœur, si vous voulez, l'esprit, et il y a le corps dans le 3e pilier pour moi. Et donc pour répondre à ta question, oui, je crois que l'environnement physique participe à une forme de paix et de sérénité que tu peux atteindre, et que c'est dans cette paix et cette sérénité que le bonheur peut se développer. Okay. Donc même avec... Est-ce que ça répond un peu à ta question? Je me suis un peu perdu, mais... Non, ça va, mais du coup, à moitié plein, comme dirait un de mes invités. À moitié plein, absolument. À moitié plein. Donc ça veut dire qu'une personne avec une situation de handicap peut trouver le bonheur? Ah ben bien sûr, le bonheur est de désirer ce que l'on possède, pour moi. Et heureusement que quelqu'un en situation de handicap peut trouver le bonheur. Ce que je disais tout à l'heure et que je trouve remarquable au regard de mes 40 ans d'expérience propre, de vie professionnelle ou personnelle, c'est que justement, aujourd'hui, c'est tout à fait possible, tout à fait intégrable, tout à fait... le regard, bien sûr, sur le handicap a changé. Et donc on a, bien sûr... Alors là, mais je l'espère et je le crois, et il y a du boulot, il y a encore du travail. Évidemment, on ne va pas nier le fait qu'il y ait du travail. Je voudrais juste dire qu'il y a un travail de fait qui a déjà été fait de façon importante quand tu as un peu sur le temps long. Après, il y a encore énormément à faire, il y aura toujours à faire. Mais il y a eu déjà quand même une progression, il faut voir ça. On passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Ouais. Pour me développer, j'aime les autres, bien sûr. De manière pratico-pratique, si tu élabores le sujet. J'aide mon prochain à grandir, à être heureux, à être efficace en fonction si je m'adresse à ma famille proche, à mes amis ou à mes collaborateurs. Voilà. Pour me développer moi, je donne aux autres et je me nourris de ce qu'ils deviennent. Ma passion, c'est la sylviculture, c'est-à-dire la culture de la forêt. Et j'aime planter des arbres et j'aime le temps long où on les voit grandir. Ma plus grande satisfaction, c'est de voir arriver à 15 ou 20 mètres de haut des arbres que j'ai moi-même plantés, puisque maintenant j'ai cette chance-là, et de me dire ils sont beaucoup plus grands que moi et j'en suis extrêmement satisfait. C'est une image, mais que j'applique volontiers au reste de mon entourage. Voilà, et c'est la même chose. Je n'ai jamais autant rigolé. C'est compliqué. C'est amusant, hein. J'aurais l'impression de te répondre... on peut essayer de faire une réponse, parce que mon trouble est assez intéressant. Si je réponds à ta question en citant une situation qui m'a fait rire, je pourrais penser que je me moque de la personne ou de la situation dans laquelle elle est advenue, et donc j'ai pas envie de ça. D'accord. Voilà. J'ai beaucoup plus envie de me souvenir des fous rires absolument incroyables que nous avons pu prendre dans notre chambre avec nos 2 filles les dimanches matins quand elles nous réveillaient en sursaut, et ce que tous les parents doivent vivre, et où il y en a des moments qui sont absolument délicieux. Ouais. C'est ça auquel je pense. Okay. C'est pas les situations c'est pas les situations où on rit de quelque chose ou d'autre chose. C'est vraiment des situations de bonheur pur et simple. Bon, très bien. Mon dernier livre de chevet, ou mon livre de chevet. Il y a deux choses qui me passionnent. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a la sylviculture, comprendre comment on plante une forêt, comment est-ce qu'elle progresse, quelles sont les relations entre les arbres, etc. Et il y a merveilleusement depuis quelques années quelques livres superbes qui sortent justement sur cette extraordinaire liaison qu'il peut y avoir entre tous les éléments d'une forêt et la nature en général. Donc sur mon chevet, il y a un livre sur ça en ce moment, bien sûr, sur la puissance des forêts. Et puis il y a une deuxième chose qui me passionne, c'est la géopolitique au sens large du terme. Et en ce moment, Dieu sait si... T'es bien occupé, ce qui me satisfait, c'est que ça bouge énormément. Voyons le sens positif des choses. La géopolitique en ce moment est
est bousculée, elle est incroyable, elle est quotidienne, c'est l'actualité. Et donc il y a sur ma table de chevet 2 livres de géopolitique qui traitent de où en est le monde aujourd'hui, où est-ce qu'il va, et qui essayent de poser des hypothèses qui seront totalement, probablement mise en défaut dans les mois qui viennent maintenant, mais ça me passionne d'essayer de suivre ça. Quand je me regarde dans le miroir, je suis conforme à ce que j'espérais être, en fait, pour être clair. C'est un peu arrogant, ça, peut-être. Mais oui, non, je ne m'étonne pas. Je ne m'étonne pas. La planification. Tu vois la personne que tu as planifiée, c'est ce que tu disais au début? Oui, bien sûr. Je me vois vieillir, mais ça, je n'en souffre pas. D'accord, ça c'est un bon point déjà, que je pense pas que ce soit commun à tout le monde. Oui, mais enfin bon, qui a dit la meilleure façon de mourir vieux, c'est quand même de vieillir. On passe à la question d'un inconnu, et je vais te poser la question de mon dernier invité. La question de mon dernier invité, est-ce que cette interview t'a fait prendre conscience de quelque chose de nouveau chez toi? La réponse est oui. Faire cette interview m'a fait prendre conscience que j'étais aujourd'hui en état de répondre aux questions que tu me poses de façon autre que totalement confidentielle. Quand un de mes amis m'a proposé de faire cette interview, puisque tu l'avais interrogé, je me suis posé la question de savoir si je serais capable de le faire, sachant que peut-être que quelques personnes l'écouteraient puisque ça serait diffusé. J'ai accepté de le faire et j'en ai été très fier parce qu'il n'y a pas chez moi une culture du secret, mais il y a une nécessité par l'activité professionnelle qui a été la mienne dans des projets extrêmement médiatiques et extrêmement exposés, d'avoir toujours gardé une dimension personnelle que je ne pouvais partager qu'avec mes meilleurs amis ou avec mon épouse ou avec mes enfants ou avec ma famille proche. Et c'est la première fois que j'exprime ça de façon autre que hyper confidentielle. Eh ben, merci à toi pour cette ouverture. Mais je t'en prie. Je suis ravi que ce soit la première pour toi. Mais je t'en prie. Est-ce qu'il y a un sujet ou une attitude qui t'énerve? L'injustice. L'injustice m'énerve au sens propre du mot. Or, depuis à peu près l'âge de 40 ans, j'ai compris que s'énerver, s'agacer et réagir brutalement était nécessaire à l'intérieur de soi parce que il faut se révolter et il faut avoir un état d'esprit critique et ambitieux, mais que l'exprimer à l'extérieur servait à peu de choses. J'ai appris à maîtriser en fait mes émotions vers l'extérieur et j'ai appris à plutôt arriver à le faire grâce au métier que j'ai pu faire, grâce aux missions qui ont été les miennes, grâce aux situations dans lesquelles j'ai été. Je suis plutôt aujourd'hui conscient qu'il ne faut pas s'énerver. Même contre l'injustice. Même contre l'injustice. Et donc, oui, l'injustice peut me faire sortir de mes gonds aujourd'hui, mais il n'y a que ça. Et qu'est-ce qui vient de titiller justement par rapport à l'injustice? Une situation injuste n'est pas digne, à mon avis, du monde dans lequel nous vivons. Nous avons aujourd'hui tous les moyens d'information, de réglementation, de savoir-vivre qui nous permettent d'agir le plus justement possible. On sait où on vit, alors on vit en Europe, on vit dans des pays de démocratie, on vit dans des pays qui sont régis par des lois, on vit dans des pays où le rapport humain est quand même extrêmement respectueux si on compare par rapport au reste du monde. Là. Et donc je pense que l'injustice n'a pas trop sa place au milieu de nous. Et donc ça m'énerve effectivement quand proche de nous, une situation injuste est extrêmement avérée. Ça ne devrait pas arriver très souvent et ça m'énerve. Voilà. Okay. On passe au partage de vie. Tu vas retirer le dé et si tu veux, je te donne les consignes après. 4. Père, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Pas facile. Ou, je te donne une alternative, une leçon de vie ou la leçon de vie ou une leçon de vie que tu aimerais partager. On va aller sur la leçon de vie qui pour moi qui est importante. Parce qu'on a peu parlé de l'environnement extérieur au monde, si tu veux, ensemble. Donc je voudrais aller là-dessus, si ça t'ennuie pas. En fait, la leçon de vie, c'est qu'il
il ne faut pas avoir peur. J'aurais aimé qu'on me dise plus tôt qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. D'accord ? Est-ce qu'on va sur la première ou est-ce qu'on va Là, sur la c'est un seconde ? mix. Hein. On va sur la première. Alors, on reste sur la première, c'est plus intéressant, je trouve. Mais ça D'accord ? va, en tout cas, on est bien, vas-y. On est bien. On reste sur la première, donc tu reprendras sur la question pas. à la première, ou pas, si tu veux. Enfin bon. J'aurais aimé qu'on me dise plus tôt qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que j'ai probablement eu une adolescence et un début de vie où j'ai pu m'inquiéter de beaucoup de choses, ce qui m'a d'ailleurs fait avancer, très très clairement. C'est vrai, la peur peut faire avancer, la crainte ou l'inquiétude, hein, plus que la peur qui est un grand mot. Mais j'aurais aimé qu'on me dise peut-être plutôt n'aie pas peur. Tu vis dans des conditions, dans un environnement, avec une éducation, avec quelque chose autour de toi et qui est quand même extrêmement rassurant au regard du monde et le monde va t'emmener vers quelque chose. Et je voudrais dire ça aujourd'hui. Je voudrais vraiment que dans un moment où on voit le monde bouger, on voit la crainte que l'on pourrait avoir vis-à-vis de certains conflits qui ont démarré ces dernières années et qui se propagent. On voit le monde évoluer, on voit l'IA arriver, par exemple, c'est le grand sujet de ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. On voit tout ça. Et ça peut effrayer certains jeunes en particulier. Et je voudrais leur dire, soyez conscients, hein, n'agissez pas sans conscience, mais n'ayez pas peur, avancez. Et je suis à peu près sûr que le monde va changer, va bouger, ne sera peut-être pas exactement celui que j'ai vécu moi depuis 60 ans, mais qu'il sera très très beau aussi et que donc il mérite d'être vécu. Et il mérite d'être vécu et il mérite qu'on le fasse vivre à ses enfants également. Je suis un peu troublé par la baisse de la démographie, par exemple, le sentiment qu'on a que peut-être les jeunes hésitent un peu plus à avoir des enfants. Je comprends qu'on n'ait plus envie aujourd'hui d'avoir beaucoup d'enfants, peut-être, mais ne vous passez pas du bonheur d'avoir des enfants. N'ayez pas peur du monde qui nous arrive. Il sera différent, très certainement, mais je ne crois pas qu'il faille en avoir peur. Ok. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Ne pas avoir peur de l'inconnu, absolument. De manière générale. Absolument. Et sans jeu de mots. À 2 balles. Ça va être à ton tour de poser la question au prochain invité. La question que j'ai envie de lui poser, c'est « Es-tu heureux ?» Le petit problème, c'est que c'est une question que tu poses beaucoup pendant l'émission, et donc, en tout cas, qui tourne beaucoup autour de ça. Et donc, je ne suis pas sûr de pas, comme tu la poses généralement en fin d'émission, ça risque de peut-être pas, Okay. tu vois, être. Mais c'est vraiment la question que j'aimerais lui poser, si tu y arrives à la placer. Mais si je veux être un peu marketing, à ce moment-là, je vais te laisser choisir l'une des deux, n'est-ce pas ? Okay. Sachant que j'aimerais lui poser comme question, c'est désires-tu ce que tu possèdes ? Et j'aimerais que ce soit également le titre de l'émission, puisque c'est ce que tu demandes, je crois, à un moment. C'est la prochaine question. Donc voilà. Donc si ça ne t'ennuie pas, donc, comme ça, on est un peu cohérent avec ce qui m'importe de dire le plus fort. C'est-à-dire. J'ai le droit à 2 questions. Oui. Es-tu heureux, mais que je vais essayer de caser durant l'interview, si tu avant veux, la question, très bien. Mais désires-tu ce que tu possèdes ? Oui. La question Qui est un peu plus compliqué. mais on va l'aborder. Ça sera amusant. C'est ça. Et c'est un peu le thème de ça. J'aimerais que ce soit le titre de l'émission. Voilà. De notre épisode. Oui, l'épisode, oui. Allez, Si ça t'ennuie pas. Avec grand plaisir. Donc, désires-tu ce que tu possèdes ? Désires-tu ce que tu possèdes ? On va passer à la dernière question. Vas-y. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu ? Moi, si ça t'ennuie pas, conformément à ce que je t'ai dit avant, je vais le dire. Mais très bien. D'accord ? Mais Bon, très bien. chacun de mes invités est libre de faire exactement ce qu'il veut, même si notre conversation avant de commencer cet épisode était plus que pertinente. Ouais. Donc je te laisse aller là où tu veux aller. Non, très bien. Écoute, je m'appelle Cédric. Je suis arrivé à Marseille il y a 25 ans. Je suis donc un époux, un père, et nous avons élevé notre famille depuis 25 ans ici à Marseille. Personnellement, c'était une révélation. Nous pensions venir pour 2 ans et nous y sommes encore. Et donc on a adoré Marseille et on continue à adorer cette ville. Mais c'est vrai que c'est aussi parce que j'ai réussi à y trouver dans le secteur qui est le mien, qui est en fait
l'organisation des grands événements sportifs internationaux, de quoi me régaler. J'ai été 17 ans l'un des dirigeants de l'Olympique de Marseille, donc 10 ans secrétaire général en particulier, et j'ai pu participer à la construction de la commanderie, du stade Vélodrome, du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, et j'ai ensuite, après la vente de l'OM en 2016, basculé sur le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet. Nous avons amélioré aussi l'outil Castellet, et j'ai terminé ma carrière, dans tous les cas ces dernières années, par 5 ans aux Jeux Olympiques que j'ai dirigés dans le sud de la France, et nous avons construit la marina olympique par exemple ici à Marseille. Et ce que je veux dire, c'est que je suis un enfant du territoire. J'ai été élevé toute une partie de ma vie à Aix-en-Provence. Je suis originaire de Nîmes, donc la Provence est mon territoire. Même si souvent on me dit que j'en ai pas l'accent, je peux le prendre. Mais j'ai été extrêmement fier pendant ces 25 dernières années d'aider à la construction de ce territoire par les projets que je viens de citer. Voilà. Et j'ai rencontré des milliers de gens sur ce territoire et j'ai merveilleusement vécu grâce aux Provençaux, disons au sens large, ma vie professionnelle. J'en suis extrêmement reconnaissant à ce territoire. On est encore dans le don. Si je reviens avec ce que tu dis avant, le fait de t'épanouir, c'est de donner. Oui. De donner du coup au territoire, d'avoir donné au territoire et d'avoir reçu. J'ai reçu beaucoup du territoire. Ouais. En ayant beaucoup donné. J'ai donné, mais j'ai immensément reçu de ce territoire. Comment ne pas être reconnaissant de vivre des moments complètement dingues au stade Vélodrome. Quand vous êtes en tribune présidentielle du stade, que vous voyez ce stade exploser, le bonheur que vous avez donné aux gens par votre travail, je n'ai jamais touché aux sportifs, mais par le fait d'organiser des matchs, de faire que ça se passe bien, de faire en sorte que ça se fasse dans ce stade rénové et que les gens y soient heureux et y trouvent du bonheur, c'est d'une satisfaction incroyable. C'est des moments absolument inimaginable. Le fait d'accueillir le BLM le 8 mai 2024 en baie de Marseille et de le voir rentrer dans le Vieux-Port, c'est une satisfaction professionnelle absolument extraordinaire. Et c'est un sentiment de reconnaissance pour ce territoire absolument énorme. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai beaucoup travaillé, mais j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment. Et je voudrais dire un mot sur vraiment tous les collaborateurs ou tous les chefs d'ailleurs qui ont pu être les miens sur ce territoire depuis 25 ans. Vraiment, j'ai trouvé des gens, des équipes absolument extraordinaires et on a fait des choses formidables. Donc voilà, c'est extra et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis plutôt extrêmement heureux de tout ça. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager sur un des grands projets que tu nous as partagé? Qu'est-ce que je pourrais raconter? Il y en a à la fois énormément et en même temps, elle n'est pas extrêmement simple de trouver une anecdote qui illustre ce que je pourrais raconter. Ce n'est pas forcément une anecdote, mais c'est une situation ou un nombre de situations incroyables que j'ai pu vivre avec les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. L'engagement de ces gens-là, en particulier les leaders des groupes, m'a toujours fasciné. Et quand on arrive dans un club comme l'OM, on a peur des groupes de supporters parce que c'est une matière qui est extrêmement compliquée à gérer. Ça relève de la relation sociale, ça relève de la relation politique, ça relève de la relation commerciale aussi. Et les premières années, j'ai mis du temps à vraiment appréhender cette dimension-là. Et puis quand on a commencé à avoir confiance les uns dans les autres et quand on a commencé à pouvoir travailler ensemble, j'ai vu la puissance que ça représente. Et aujourd'hui, la question ne se pose plus. Elle se posait il y a 25 ans de savoir pourquoi est-ce que l'OM était l'OM. Et aujourd'hui, la question ne se pose plus. Les remplissages du stade sont remarquables. Les gens viennent voir un moment de communion absolument exceptionnel, même si les équipes adverses qui viennent ne sont pas forcément les plus brillantes. Mais on vient voir le travail de communion, d'émotion, de ferveur que représentent ces groupes dans le stade Vélodrome. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il convient de préserver, mais qu'il convenait de préserver à l'époque, mais je crois qu'aujourd'hui ça ne se pose plus la question. C'est quelque chose qui a été assez bluffant pour moi dans ma carrière ici à Marseille. Cette communion. Oui, l'engagement de ces gens autour de cette foi dans ce club qui aujourd'hui vraiment fait sa différence et fait sa force. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Cédric,
avant de conclure? Non, j'étais très content de faire cette interview avec toi. Encore une fois, c'est la première fois qu'on me propose de parler de cet aspect de ma personnalité. Et donc, c'était plutôt extrêmement intéressant. Je suis content d'avoir accepté de le faire parce que finalement, ça va m'interroger. Je vais me reposer des questions derrière. Et donc, ça fera progresser. Et c'est quand même dans le mouvement que l'on avance, quoi, bien sûr. Bon, écoute, je suis content de t'avoir, j'allais dire reçu, non pas du tout, c'est toi qui me reçois chez toi aujourd'hui en tout cas. Je suis très content d'avoir partagé ce moment ensemble. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Cédric. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à partager, commenter. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Cédric. Merci à toi. À bientôt.